donc le moment français de la philosophie. Un ensemble d'auteurs français vont déployer ce qu'on va ensuite appeler le post-structuralisme, grosso modo du début des années 60 jusqu'à la fin des années 70. On a pris pour habitude, dans l'histoire de la philosophie contemporaine, de considérer ces auteurs, je vais les mentionner par la suite, comme de fortes personnalités, de fortes individualités qui auraient chacun produit sa propre théorie, et où au fond, il n'y aurait pas réellement de rapport entre tous. Ce qui les distingue, c'est d'avoir écrit dans cette période-là, d'être tous français, et dont les textes, les pensées se sont exportés outre-Atlantique dès les années 70 et ont posé les bases de ce qu'ensuite on va appeler la French Theory, théorie française. Cette French Theory, recyclée outre-Atlantique, va y rencontrer un grand succès et va revenir ici ensuite. Qui n'est pas sans poser problème, que, évidemment, quand ces théories vont s'exporter, elles vont être relues, remodelées, etc., là-bas, avec une assez forte torsion. Le propos de tous ces auteurs, en réalité, et leur point commun, c'est qu'ils vont retravailler une question qu'en philosophie contemporaine, on appelle la question du sujet. Et cette question du sujet, celui qui dit « je », sujet du discours, sujet de l'énonciation, celui qui parle. Ce à quoi vont travailler tous ces auteurs, c'est à l'effacer, ce sujet. C'est-à-dire à le vider de toute substance. Substance, à savoir ce qui, normalement, perdure au-delà des différents, on va dire, accidents. Je peux dire je, moi, et je pourrais toujours dire je, moi, demain, dans quelques années peut-être. Donc, c'est une espèce de jeu qui dure dans le temps. Et c'est aussi le jeu qui pense. Et ça, le premier à poser ça, vous le connaissez, c'est Descartes, son fameux « je pense, donc je suis ». Et alors eux, ce qu'ils vont élaborer, c'est qu'il n'y a pas de sujet psychologique. Il n'y a pas de « je pense ». Plus exactement, ce « je pense » est vide. Et donc, en tout cas, ça pose déjà une question sur la façon dont ils sont perçus aujourd'hui. Parce que ces auteurs qui se sont évertués à vider le sujet de sa substance, aujourd'hui, on les regarde comme des individualités fortes, finalement, qui se seraient affirmées en tant que sujet. Déjà un premier paradoxe. Ouais. Alors pourquoi 64-73 ? C'est très arbitraire. 64-73 parce que il y a une bibliographie et que en gros les ouvrages clés sont publiés entre 64 et 73, avec un moment clé qui est l'année 1967, année pendant laquelle Jacques Derrida va publier ses 3 premiers textes majeurs. Donc aujourd'hui, voilà, introduction générale. On va commencer à replacer un peu le contexte historique quand même, à la fois historique dans le sens de dans quel monde ces théories émergent, et historique par rapport à leur héritage, puisque évidemment, personne ne vient de nulle part. Et puis, un certain nombre d'entre eux sont comme des passerelles, c'est-à-dire qu'un certain nombre de ces auteurs, là vous voyez, j'ai mis linguistique structurale, j'aurais pu mettre même structuralisme. Classiquement, on va considérer que Lacan, Althusser, Barthes, par exemple, sont des structuralistes, l'ont été. Bon, on va essayer de voir justement qu'est-ce qui bascule entre structuralisme et post-structuralisme. Là, il y en a 6. Je dirais que c'est plutôt une douzaine d'auteurs à peu près qui sont réellement concernés. 6, c'est déjà pas mal, et puis probablement qu'on n'ira pas au bout. Alors aussi, oui, une particularité, je disais personne ne vient de nulle part. Je crois que c'est une des particularités de la philosophie, depuis, on va dire, 2500 ans, c'est-à-dire la philosophie occidentale, celle dont on continue
de cerner les grands débuts dans la Grèce antique, la philosophie pose toujours les mêmes questions. On repose constamment les mêmes questions et on y apporte des réponses différentes. Mais chaque philosophe est un nouveau point de commencement. On va prendre l'histoire du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, donc le monde dans lequel ces philosophes sont apparus, même si c'était une 50aine d'années, on peut dire que c'est quand même à peu près le même monde, à partir d'un angle historiographique particulier, qui a d'abord été celui de Marx. Parce que tous ces auteurs-là, il faut bien se dire que au moment où ils écrivent, ils sont tous profondément imprégnés, entre autres, pas seulement, mais de la pensée de Marx, et en tout cas d'une certaine vision de l'histoire, d'une certaine conception du capitalisme et de la société contemporaine. On expose ça pour comprendre comment s'est forgée la pensée des auteurs que nous allons aborder, et donc leur vision de l'histoire, et comment ça s'inscrit. Et ça va être important. Je commence par Marx. Alors Marx, on verra d'autres, on verra la psychanalyse, on verra Freud, mais Marx, tout simplement, c'est le plus ancien dans cette généalogie. Autrement, il faut que je remonte encore avant, etc. Mais c'est le plus ancien, et ça va être le premier à être pertinent, parce que ça va être le premier à commencer à éroder cette question du sujet. En tout cas, du sujet comme individu. Donc, un petit préambule sur ce que Marx appelait la loi de la valeur, et puis l'histoire de société de classe. Bon. En gros, le capitalisme, d'après Marx, puis pas mal d'autres auteurs, connaît ses balbutiements entre le XIIe, XIIIe siècle et la Renaissance. Enfin, ça, c'est les prémices. Et puis ça commence à vraiment s'installer, on va dire, à partir du XVIe siècle. Dans cette analyse des choses, on a le capital, j'expliquerai ce qu'on entend par capital, et la force de travail. Ça répartit la société en deux classes principales, dans certaines formes de division du travail. Une bourgeoisie industrielle qui se définit par le fait qu'elle possède donc ce qu'on appelle les moyens de production, les machines, les usines. Déjà j'ai mis ça, les moyens de production comme accumulation de travail mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a le travail vivant, celui qui est en train de produire, et puis ensuite dans l'objet il y a du travail mort. Donc pareil, on va y revenir. C'est ce qui définit la valeur des marchandises dans cette théorie. Et puis donc le prolétariat, c'est pas nécessairement les ouvriers, mais le prolétariat qui donc lui ne possède que sa force de travail, et qui donc principalement à travers le système du salariat va donc vendre sa force de travail aux capitalistes, et donc on va voir ce que ça implique. Il y a d'autres classes, les propriétaires fonciers, la petite bourgeoisie, artisans, commerçants, les travailleurs intellectuels, les classes intermédiaires qui sont arrivées plus tard, c'est les cadres. Le thème des cadres, on ne va pas spécialement y revenir, mais enfin, parmi vous, il y en a pas mal qui sont de la génération des cadres, ça je ne vous l'apprends pas, et puis les capitalistes financiers. Et puis, bon, voilà, après ça varie en fonction des auteurs, des théories, des lecteurs, etc. La production de valeur. Alors, une notion qui est importante ici, c'est le fait que la valeur d'une marchandise, donc c'est-à-dire à peu près de tout ce qui nous entoure, et ça j'y reviendrai assez lourdement, parce que je dis souvent, c'est voilà, on se regarde là, tous, on regarde ce qu'il y a autour de nous, tout est marchandise. C'est pas rien de le dire, et ça va avoir une grande importance pendant toute l'année, parce qu'il est très difficile pour nous d'imaginer un monde dans lequel certaines choses ne seraient pas des marchandises. Alors en fait, il y en a tellement partout et ça remplit tellement le visible qu'on s'en rend même plus compte. Même quand on se promène dans un espace vert, la pelouse a été achetée, les arbres aussi. En tout cas, cette valeur des marchandises, elle ne vient pas ex nihilo au moment de l'échange marchand.
elle vient au moment de la production des marchandises. Et la valeur d'une marchandise, elle se décompose en trois grandes composantes. La valeur des matières premières, des machines, de l'énergie, etc., qu'on appelle généralement capital constant. Pourquoi constant? Ça veut dire tout simplement qu'il y a un transfert de la valeur de ces marchandises dans la marchandise finale. Un exemple simple, vous fabriquez une carrosserie de voiture, vous achetez plusieurs tonnes de fer. La valeur du fer que vous avez acheté, elle va rester la même dans la valeur de la voiture fabriquée. C'est pas là qu'il y a un accroissement de valeur. Et puis, deuxième composante, la valeur de la force de travail. Et oui, bien sûr, il faut bien que quelqu'un produise les marchandises. La valeur de la force de travail, ce n'est pas la valeur que la force de travail produit, mais c'est la valeur dont la force de travail a besoin pour pouvoir vivre, c'est-à-dire le salaire. Évidemment, si on rémunère celui qui travaille à l'intégralité de la valeur qu'il a produite, on ne peut rien gagner. Donc, cette force de travail, pendant qu'elle travaille, ça c'est la journée la journée de travail. Dans cette journée de travail, pendant que je travaille, je produis donc de la valeur pendant toute la journée. Mon salaire correspond à cette partie-là, par exemple, et la valeur que je produis mais qui ne m'est pas rémunérée, elle est là, et c'est ce qu'on va appeler donc la plus-value. C'est la valeur non rémunérée qui est produite par la force de travail, et donc c'est ça que celui qui met à disposition les moyens de production va gagner. Donc cette plus-value, elle peut exister sous deux formes, ce qu'on appelle la plus-value absolue et la plus-value relative. La plus-value absolue, elle est liée à la durée de la journée de travail, elle est liée au temps de travail. Donc le seul moyen d'augmenter la plus-value absolue, c'est de rallonger la journée de travail. C'est ce qui se passe au début du capitalisme, où on rallonge la journée de travail, et puis on met au boulot les femmes, on met au boulot les enfants. Par exemple, dans le Capital de Marx, il y a des descriptions d'inspecteurs de fabrique qui expliquent comment les parents vont nourrir les enfants sur les machines pour que les enfants ne s'arrêtent pas de travailler. Voilà, ça c'est la période qu'on voit dans pas mal de romans du 19e. Mais bon, ça a une limite, parce que la force de travail, elle s'épuise. Donc on ne peut pas indéfiniment rallonger la journée de travail, ça a ses limites. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'extraire donc de la plus-value, on va appeler relative. La plus-value relative, elle va jouer sur l'intensité du travail. Donc là, pareil, bien sûr, intensité du travail. Et si l'intensité du travail, c'est juste en donnant des coups de fouet, ça a ses limites. Il va falloir trouver un moyen pour améliorer la productivité. Et ça, c'est absolument crucial. Vous allez voir par la suite, parce que ça, c'est ce qui va induire en réalité, c'est ce qui va créer le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui avec toutes les machines qui nous entourent. Grâce à la technologie, et donc dans la même journée de travail, en fait, ce qui va se passer, c'est que la partie liée au salaire va diminuer. On garde le même salaire, c'est pas la question, puisque le salaire, je vous l'ai dit, ça n'est pas lié au temps qu'on travaille, mais c'est lié à ce dont on a besoin pour se nourrir, se reposer, etc. Donc c'est un besoin social et qui varie aussi en fonction des époques et puis en fonction de comment on traite les gens. Bien sûr, un cadre n'a pas les mêmes besoins qu'un ouvrier, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les mêmes besoins objectifs, c'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes besoins sociaux. Il n'aspire pas aux mêmes choses, etc. Donc on va faire en sorte que chacun aspire à ce qu'on veut bien le payer aussi. Bon. Et puis, donc, on va augmenter cette part de plus-value relative. L'aliénation marchande. Pourquoi ce terme? Dans ce processus, qu'est-ce qui se passe? Dans ce processus, dès lors qu'une marchandise a été produite, elle échappe à son producteur. Vous êtes dans une usine, vous fabriquez une voiture, vous ne repartez pas avec la voiture que vous avez fabriquée. On est bien d'accord. Et ce qui veut dire que la marchandise va partir sur le marché, c'est ce qu'on appelle la circulation des marchandises, pour pouvoir être vendues, etc., pour faire en sorte que ceux qui les ont produites, ces marchandises, les rachètent.
enfin les achètent tout court d'ailleurs, puisque la plupart d'entre nous, on travaille, ceux qui produisent des marchandises, comme je viens de le dire, ces marchandises leur échappent dès lors qu'elles sont produites, puis ensuite ils vont aller au magasin pour les acheter, pour acheter ce qu'ils ont produit. Socialement parlant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'ai mis là, le producteur va assister de manière impuissante au spectacle de la circulation des marchandises et donc au monde dans lequel nous vivons, comme je le disais, où les marchandises occupent tout l'espace du visible. Et donc on parle d'aliénation. Aliénation, ça veut dire, il y a un terme plus barbare qui est extranéation, mais qui veut dire quoi? Qui veut dire tout simplement que cet objet, cette force de travail vivante, qui vient de nous, elle se pose en face de nous comme travail mort dans des marchandises qui circulent sous nos yeux. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'aliénation. Première partie, les deux phases. Il y a deux grandes phases dans cette théorie-là. Il y a ce qu'on appelle la domination formelle du capital et la domination réelle du capital. La phase de domination formelle, qui, en Occident, pour commencer quand même par là où c'est né, en Occident, va durer en gros, comme je le disais, du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Bien sûr, pour d'autres aires géographiques, ça fonctionne différemment. Le capitalisme va émerger plus tard dans certains pays, la phase de domination formelle va durer moins longtemps, etc. Un bon exemple, c'est la Russie, puisque en Russie, abolition du servage en 1860. Et une hypothèse qui est souvent formulée serait que la révolution russe aurait permis, entre 17 et 56, un rapport Khrouchtchev, à la Russie de rattraper son retard en termes de déploiement du capitalisme, et non pas du communisme, puisque, comme on le sait, il n'y a jamais eu de communisme en Russie. Le fait de donner une histoire au capitalisme, ça a aussi son importance, puisque en fonction des théories économiques et historiques, pour certains, en général ceux qui défendent l'économie capitaliste comme étant, on va dire, bonne pour l'humanité, vont faire remonter le capitalisme quasiment aussi loin qu'ils peuvent, c'est-à-dire en fait à la naissance de l'échange marchand. Je pense que vous avez déjà commencé à voir qu'il ne suffit pas qu'il y ait un échange marchand pour qu'il y ait du capitalisme. Il faut quand même cette répartition entre différentes classes sociales, avec une qui possède les moyens de production, toute cette production de valeur, etc. Ça fonctionne pas comme ça dans une société féodale, ça fonctionne pas comme ça dans une société comme la Rome antique, où c'est la propriété foncière qui est au centre de l'économie. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'échange marchand reste tout à fait marginal jusqu'au XVIe siècle, parce que la monnaie n'était pas utilisée. Elle était utilisée vaguement par les seigneurs, quelques écus pour se procurer des étoffes, des épices, etc. Mais il n'y avait pas d'échange marchand tel qu'on le connaît nous aujourd'hui. Il pouvait y avoir plus dans les centres urbains, mais enfin, pareil, les centres urbains, c'était la minorité de population qui y vivait par rapport à l'ensemble de la population du territoire, etc. Bon. Et donc, ceux qui font remonter le capitalisme au début de l'échange marchand, leur argument, c'est de dire que le capitalisme serait la forme la plus naturelle d'économie. Donc, il y a une naturalisation de la forme économique pour dire que finalement, c'est OK, puisque c'est la forme la plus naturelle d'économie, donc tout va bien. Voilà. Donc, d'où l'importance de dire, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, de le mettre en perspective et de lui donner une histoire réelle à ce capitalisme. Qu'est-ce qui se passe pendant la période d'accumulation primitive? Alors, il y a une concentration déjà de la propriété privée, en particulier du foncier. C'est l'expropriation d'une grande partie de la population paysanne pour créer des grandes propriétés et surtout avoir de la main-d'œuvre disponible. D'ailleurs, les premières manufactures sont construites en campagne et pas en ville, puisque c'est plus pratique, on exproprie, on a de la main-d'œuvre, on crée des manufactures. Début du salariat et de la division donc entre capitalistes et prolétaires. Au début, bien sûr, une petite partie de la population, et puis petit à petit, ça va prendre sur l'ensemble de la population.
Pendant toute cette période-là, on appelle ça domination formelle, parce qu'en réalité, les processus de travail eux-mêmes restent ancrés dans le monde qui précède. Les processus de travail ne sont pas encore régimentés par les impératifs d'extraction de plus-value, du capitalisme, etc. Donc c'est la grande période effectivement d'extraction de la plus-value absolue, allongement de la journée de travail, etc. C'est aussi bien sûr lié, je l'ai quand même mentionné, parce que c'est pas rien, à la colonisation, bonne source de main-d'œuvre, et conquête de nouvelles terres, voilà, si je l'ai mis là, et l'esclavage. Et puis, comme je le disais, petit à petit, ça s'installe, ça va prendre sur l'ensemble des sociétés, dans un premier temps européennes, bien sûr, et puis ensuite, ça va s'étendre petit à petit au reste du monde. On peut situer cette phase de domination réelle comme étant à peu près effective à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ça correspond à la deuxième révolution industrielle, ça correspond à la montée du capital financier, et ça correspond à l'impérialisme. On parle d'impérialisme, on parle des grands empires coloniaux. La colonisation, je le précise, a commencé avant. Rationalisation, je l'ai mis là, des processus de production, le taylorisme, et donc effectivement, extraction là de la plus-value relative, mécanisation, augmentation de la productivité par la technologie, et ce que j'ai mis entre guillemets, la spirale du progrès. Apparaissent à ce moment-là un certain nombre de théories sur lesquelles on reviendra dans les séances suivantes, le marxisme, la psychanalyse, la phénoménologie, on verra ce que c'est, donc deuxième moitié, grosso modo, du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Et même jusque dans j'ai noté, jusque dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, avec le structuralisme et l'existentialisme aussi, on y reviendra aussi. Un monde de machines. Par rapport à ce que j'ai évoqué avant, cette histoire de plus-value, etc., il y a ce qu'on appelle le taux de plus-value. Alors, le taux de plus-value, c'est la plus-value produite divisée, on va dire, par l'ensemble des salaires. Telle variable, là je vous ai mis le jargon technique, comme ça vous aurez ces slides. Ça c'est le taux de plus-value. Donc ce taux de plus-value, aussi appelé d'ailleurs taux d'exploitation, va augmenter. On l'a vu tout à l'heure sur cette histoire de plus-value, je le rappelle, il y a une partie de la journée de travail, c'est le salaire, l'autre partie, c'est la plus-value. Il faut que la part du capital variable diminue. C'est ce qu'on a vu dans la répartition, je peux y revenir. Donc, la part du capital variable, donc la valeur de la force de travail, il faut que ça diminue pour que la part de la plus-value augmente. Ça, c'est une contrainte de cette organisation-là de la production, puisqu'on est dans le cadre d'une production de plus-value. Composition organique du capital, c'est tout simplement le rapport entre le capital constant et le capital variable. Pareil, on va voir quelle est son importance. On peut déjà le deviner, c'est-à-dire que la composition organique du capital va augmenter au fur et à mesure qu'on va améliorer la productivité par l'utilisation des technologies et par les investissements en technologie. Pour le coup, c'est vraiment une problématique tout à fait actuelle. Tous ces concepts sont élaborés, on va dire, entre 1843-48 et 1867-70, par là. Enfin, même jusqu'en 1883, et puis ensuite, mais on va dire 1850-1870, ça se fixe un peu quand même. Le taux de profit. Le taux de profit, c'est donc la plus-value, mais là, cette fois, différent du taux de plus-value, donc, le taux de profit, c'est la plus-value divisé par l'ensemble du capital investi, donc le capital constant, les machines, etc., et le capital variable. On voit que si on améliore la plus-value, on améliore le taux de profit, mais que si on augmente la plus-value, la part du capital variable diminue. Pour que la part du capital variable diminue, il faut améliorer la productivité. Les investissements doivent être effectués dans le progrès technologique, ce qui va augmenter le capital constant, donc le coût des machines. Ça va augmenter, donc, comme je le disais, la composition organique du capital, qui à son tour va entraîner donc une baisse du taux de profit,
composition organique du capital, croissance, elle augmente, on investit dans les machines, ça fait baisser le taux de profit. Capital constant, il est en dessous. Que seule une augmentation de la plus-value peut venir contrebalancer, et on revient au début. Ce mécanisme-là nous permet de comprendre ce qui a fait que dans le monde dans lequel nous vivons et dans aucun monde avant ce monde-là, il y a eu un tel accroissement de la technologie, de la recherche scientifique et une invasion littéralement du monde dans lequel nous vivons par les machines. Un monde de marchandises. Quelle solution donc à la baisse inéluctable du taux de profit ? Certes, cette part-là augmente, mais dans ce mécanisme-là, on va produire aussi, et ça on l'a vu déjà, on a commencé à en avoir l'idée, on va aussi produire de plus en plus de marchandises. Ce qui veut dire que notre souci, c'est qu'on augmente sans arrêt avec le progrès technologique cette partie-là. Donc celle-là, elle diminue. Donc même si on augmente cette partie-là, la valeur contenue dans chaque marchandise va tendre à diminuer. Donc on va produire plus de marchandises qui vont avoir de moins en moins de valeur. Donc non seulement il y a, je dirais, un emballement du progrès technologique, mais il y a aussi un emballement de la production de marchandises elle-même. Cette vision du monde est partagée par tous les auteurs dont on va parler cette année. Il y en a qui seront critiques vis-à-vis de Marx ou du marxisme, pour avoir le contexte historique et surtout la façon dont il est perçu par tous les auteurs dont on va parler. C'est de ça dont il est question. Donc la baisse du taux de profit. Alors on l'a vu, intensifier le travail, exploiter plus de main-d'œuvre, investir dans des nouveaux marchés, et surtout, ça c'est aussi très important pour nous, sous la forme de champs, donc j'ai mis qui n'étaient pas encore dominés par la logique du capital. Exemple, l'économie domestique. Pendant longtemps, le fonctionnement de l'économie domestique, donc ce que j'appelle l'économie domestique, c'est l'économie au sein d'un foyer, n'était pas régi de manière capitalistique. Néanmoins, et avec un système de contractualisation, petit à petit, ce qui va se passer, c'est que la plupart des relations humaines vont prendre la forme du contrat, et du contrat de travail, avec une répartition rationnelle des biens, etc. Donc, qu'est-ce qui, il y a 50 ans, n'était pas vécu comme une relation marchande ou capitalistique, et elle est devenue aujourd'hui le jeu, avec les jeux vidéo, mais surtout les jeux vidéo, pourquoi ? Parce que les jeux vidéo sont devenus une activité marchande dans le jeu lui-même, puisque quand vous jouez à plein de jeux vidéo aujourd'hui, vous pouvez produire de la valeur avec votre temps de travail, qui est en réalité un temps de jeu, et il y a tout un système marchand qui s'est mis en place au sein des jeux eux-mêmes. Ça, c'est un nouvel espace, par exemple. L'autre solution, donc j'ai déjà évoqué plusieurs fois, réduire le coût du capital constant augmente, mais il va falloir en réduire le coût, et c'est ce que moi j'ai appelé la tendance à la baisse des valeurs des technologies. Continue cette histoire de domination réelle, d'invasion du monde par les machines, par les marchandises, etc., ce que certains ont appelé, à partir des années 50-60, la société du spectacle. Alors, il y a une citation de Guy Debord que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup à réfléchir. Le spectacle, c'est le capital arrivé à un tel degré d'accumulation qu'il devient imaginaire. Alors, dans notre affaire, là, c'est quoi le capital ? Le capital, c'est de la valeur accumulée. Donc, on produit des marchandises, il y a une plus-value, donc c'est de la valeur en plus. Et puis cette valeur en plus, les marchandises sont vendues, la valeur est réalisée. Le capital, c'est tout bêtement ce mécanisme d'accumulation de valeur et cette valeur accumulée, de travail mort. Mais, comme je vous l'ai dit, les marchandises occupent tout l'espace du visible. C'est le processus de l'aliénation marchande. Et les rapports entre les hommes, on a tendance à dire que les choses se sont inversées, c'est-à-dire que, on pourrait dire en quelque sorte que dans l'échange marchand pré-capitaliste, les rapports entre les choses, entre les objets étaient médiatisés par des hommes, de marchandises sont échangées. Aujourd'hui, ça s'est inversé, c'est les rapports des hommes qui sont médiatisés par les marchandises, puis par l'image des marchandises, le visible. Troisième révolution industrielle, c'est-à-dire l'informatisation.
à cette période-là, continue de se déployer le marxisme, le psychanalyse, la phénoménologie, l'existentialisme, le structuralisme, et surtout, ces champs de pensée vont, donc comme je le mets là, se répandre sur l'ensemble des sciences humaines. Ce qu'on appelle le moment français de la philosophie, post-structuralisme, ça correspond aussi à un moment particulier où les frontières entre les disciplines vont commencer à s'effacer. Et où on va avoir du mal à se dire, tel philosophe, est-ce qu'il est philosophe, est-ce qu'il est critique littéraire, est-ce qu'il est psychanalyste, d'ailleurs dans la liste que j'ai donnée au début, là, vous voyez bien, pour ceux qui en connaissent quelques-uns, Lacan en général, on se dit c'est un psychanalyste, Althusser, c'est un philosophe marxiste. Je crois que c'est difficilement discutable. Foucault, on ne sait pas trop quand on lit ses livres. Derrida, ok. Barthes, c'est difficile de dire Barthes, philosophe, critique littéraire. Et puis Blanchot, là on est carrément du côté de la littérature. Autre chose que je voudrais préciser, c'est que vous commencez peut-être à voir aussi dans tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, que justement le sujet, donc celui qui dit « je », il n'est pas en très bonne position. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où il est là. Et puis, il y a un deuxième moment que je pense aussi être important, c'est ce qu'on appelle la postmodernité. Et vous verrez que ce qu'on appelle post-structuralisme, ce moment français de la philosophie, est complètement lié à cette idée de postmodernité. Alors, c'est quoi la postmodernité ? Ça correspond à un certain nombre d'auteurs qui vont évoquer ce qu'on appelle la fin des grands récits, c'est-à-dire la fin des idéologies, et puis un début de critique de l'universalisme. Ça va être crucial pour nous aussi, puisque ça va être une première brèche dans la pensée occidentale qui voudrait s'imposer comme pensée universelle. Cette critique des idéologies, de la mort des idéologies, et cette critique de l'universalisme va déboucher sur tout un courant esthétique qui va commencer, et qu'on est en plein dedans aujourd'hui, qui va se faire, des œuvres d'art qui vont se faire à bout de citations d'autres auteurs, qui vont mélanger toutes les époques. C'est aussi une logique du simulacre. Et c'est à ce moment-là, qui nous intéresse, qu'il va y avoir une évolution paradigmatique majeure, donc il va venir éroder la conception qu'on avait jusque-là du sujet. Et je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ce qui est de la présentation. Que sont-ils devenus ? Alors les traces, on les a depuis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est que c'est revenu depuis les États-Unis sous la forme des théories du genre, des théories postcoloniales, etc. Mais on en reparlera à plusieurs reprises parce que ces théories qui, aux États-Unis, se sont inspirées de ces penseurs-là, nous reviennent en les ayant totalement tordus. Parce que ces théories-là remettent au centre le sujet individuel qui pourrait fonder sa liberté sur lui-même, ce qui est le sommet du discours libéral et néolibéral. Donc toutes ces théories qui nous viennent aujourd'hui d'outre-Atlantique, qui se veulent être des théories critiques du monde contemporain, sont des théories qui y adhèrent parfaitement. Il y a eu une avancée dans la pensée là, en remettant en cause énormément de ce qui était au cœur de la pensée occidentale. Ça part aux États-Unis, ça fait des théories contestataires qui reviennent ici, mais en fait, tout ça, entre-temps, a été totalement dépouillé de son contenu.